Sans plus de préambule, je vais même laisser le soin à nos deux auteurs, bien connus de la maison, mais pour des raisons qui vont facilement être comprises par le public très nombreux qui est là ce soir, mais aussi les gens qui regarderont la vidéo. Je vais les inviter à se présenter mutuellement. Soraya Bertoni-Chazot, historienne de l'architecture, co-autrice de cet ouvrage sur l'histoire de l'architecture en Algérie. Ouais. Oui, alors, ne demandez pas aux gens de parler plus fort, ils ne parleront pas plus fort, il n'y a pas de haut-parleur, donc je vous invite à être silencieux, attentif, comme en classe, à ne pas bavarder. Comme ça permet à tout le monde d'entendre parfaitement Soraya et son papa. Voilà. Et Vincent Duchazot, donc co-auteur avec Soraya de ce livre sur l'architecture d'Algérie de 1830 à nos jours, donc on peut dire les périodes modernes et contemporaines qui partent de la colonisation en 1830 de ce pays et jusqu'à son indépendance. Ensuite, une deuxième partie qui part de 1962 jusqu'aux années 2000-2020. Bon, il faut dire que c'est quelque chose qu'on a entrepris il y a bien une dizaine d'années. Donc quand on dit à nos jours, ça peut être 2010 comme ça peut être 2023. On a fait quelques ajouts qui sont assez récents, mais bon, on va dire que ça s'arrête aux années 2000. Et puis d'autre part, c'est toujours compliqué d'écrire ou de parler sur une période contemporaine qu'on est en train de vivre. On va choquer des gens. Certains architectes vont nous dire « Mais il m'a oublié !» Ah ben oui, ben évidemment, on ne va pas citer tous les architectes qui sont en opération aujourd'hui. On en a cité quelques-uns et sans doute, je pense, parmi les meilleurs, dont un fait, une de ses œuvres fait la couverture haute du livre. Voilà. Alors, comment ça a démarré? Parce que, bon, je ne vais pas vous raconter le bouquin, sinon vous ne l'achèteriez pas. Donc, c'est pas la peine de vous dire ce qu'il y a dedans. Vous le découvrirez en lisant le livre, si vous voulez bien l'acheter. Voilà. Le mantra de la librairie, quel que soit l'ouvrage et les auteurs que nous présentons. Il s'agit de lire le livre et nous allons vous y inciter fortement. Bon, Dominique, c'est un très bon libraire et également un bon vendeur. Alors, donc, comment ça a démarré cette histoire? Ben, c'est Soraya qui a démarré cette histoire en 2010-14, quoi, alors que tu étais étudiante à Master 1 à Paris 1, et que tu as fait un travail sur le premier, c'était sur Miquel, l'aérohabitat à Alger de Miquel. Et enfin, Miquel n'était pas seul aussi, il y avait Ferréo, enfin, il y a 2 ou 3 autres qui étaient associés avec lui sur ce projet. Intéressant ce projet parce que assez proche finalement des conceptions corbuséennes sur l'architecture et sur l'habitat. Et également un autre sujet. Donc un autre projet. Travail sur le centre culturel Albert Camus qui se trouve à Schleff, anciennement Orléansville. Voilà, et qui aujourd'hui a changé de nom et est devenu le centre Larbit-Tébessi. Donc ça a été vraiment le démarrage. J'ai trouvé ces 2 sujets vraiment intéressants et d'ailleurs tellement intéressants que les gens de Schleff, anciennement Orléansville, aujourd'hui, je ne sais plus, je crois qu'ils ont encore changé de nom. Non, mais il y a eu Alasnam. Il y a eu Alasnam, il y a eu Orléansville, Asnam, Schleff, et je crois ils ont encore changé de nom récemment. Bon, enfin, on a eu un très bon écho, un très bon accueil, après dans un deuxième temps, par des gens d'un cercle littéraire à Schleff, donc on va dire, anciennement Orléansville, qui ont apprécié le travail de Soraya et nous ont demandé d'en faire une présentation sur place.
Ils se sont vraiment débrouillés comme des chefs. Par la suite, on a eu le centre culturel français qui nous... pas le centre culturel, comment ça s'appelle? L'Institut français, qui nous a aussi épaulés, nous a permis de faire d'autres présentations dans d'autres villes. Donc on a fait un circuit comme ça pendant 15 jours, 3 semaines, dans différentes villes. Alger, où on a eu un accueil assez mitigé. Il y avait énormément de monde, mais comme vous savez, les transports en commun sont compliqués. Donc à peine on avait commencé, une demi-heure après, tout le monde foutait le camp, parce qu'il fallait prendre le bus qui s'arrêtait à 20h30, ou le métro, c'était pareil. Bon, enfin bref, ça a été moyen. Ensuite, un excellent accueil, mais c'était peut-être, je ne suis pas forcément dans l'ordre, un excellent accueil avec Schleff. Donc là, on est reparti avec des cadeaux, les dattes, les foulards, les machins. Soraya était couverte de bijoux, etc. Et puis, bon, parce que c'est proverbial, hein, l'accueil au Maghreb, mais c'est pas que du proverbe, c'est des réalités, hein, bien souvent. Bien qu'on les ait quand même martyrisé pendant 130 ans. Bon, je ne sais pas s'il y a des... Jacques. Mais pas que martyrisé. Bon. D'ailleurs, tu pourras raconter l'anecdote concernant ton père, d'ailleurs. Parce que... oui, alors donc on a... J'ai un peu ce qu'on appelle l'esprit d'escalier. Donc à un moment donné, on risque peut-être de se perdre dans ce que je voudrais expliquer, mais c'est pas grave. Il suffit de savoir monter les escaliers. Il suffit de savoir monter les escaliers et les descendre éventuellement. Donc on est allé également à Oran aussi, très bon accueil, dans un amphithéâtre plein, etc. Et puis Tlemcen également. Et ce qui est étonnant, effectivement, c'est qu'à chaque fois, beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants en architecture qui ont soif de connaître leur histoire, qui est un peu occultée, en tous les cas, de celle qui va de 1830 à 1962, qui commence à être étudiée, hein, même pas qui commence, enfin maintenant qui est quand même largement étudiée, soit par des chercheurs sur place ou des binationaux ou des chercheurs ici à Paris ou ailleurs. Donc il y a vraiment cette soif d'avoir cette connaissance sur ce patrimoine qui aujourd'hui est plus ou moins bien valorisé ou moins entretenu. Il faut savoir que par exemple, si on prend l'exemple de Climat de France, de Fernand Pouillon, la cité aujourd'hui est surpeuplée. Il y a des gens qui s'installent dans les cages d'escalier, le moindre recoin est utilisé, les terrasses, etc. Donc il y a quand même du coup une dégradation de ces bâtiments à vitesse grand V, du fait notamment d'une suroccupation. Voilà, donc, après vous verrez dans le livre se dérouler l'avantage. Enfin, une chose un petit peu première, si vous voulez, avec ce genre de bouquin, il y a eu des publications hein, et d'importance avec le catalogue Madame Allaire de... quand l'Algérie était... l'année de l'Algérie en France, c'était en quelle année? En 2003. Donc il y a eu un excellent bouquin fait avec Oulépsir, Jean-Louis Cohen et un troisième dont j'ai oublié le nom. Mais c'est sur Alger. Il existe aussi d'autres livres, mais ce sera sur Oran et Annaba. Constantine, on n'a rien vu, je ne pense pas, enfin, ou des choses très... pas de livres en tous les cas, des essais de travaux, mais pas de publication éditoriale.
Donc c'était un peu, le but c'était un peu de rassembler tous ces travaux épars et de les réunir dans un ouvrage qui fait de l'ordre de 400 pages, mais il pourrait faire plus si l'éditeur avait bien voulu faire, par exemple, 2 chapitres qu'on a squeezés. On avait voulu aussi faire un petit parallèle avec le Maroc et la Tunisie. Donc il y avait 2 chapitres, un qui concernait le Maroc et un autre sur la Tunisie. Bon, qu'on a chanté, on a eu beaucoup de mal à mettre les biographies, mais on y est arrivé en les mettant, maintenant il faudra presque une loupe pour pouvoir les lire de façon à réduire le nombre de pages, mais même très réduite, on en arrive quand même à une vingtaine de pages rien que pour les biographies, ce qui est important me semble-t-il. Je précise en tant que directeur commercial que ça reste parfaitement lisible. Attention. Non, si je parlais des biographies, des biographies. Voilà, donc c'était un peu notre but, c'était de réunir un petit peu ces différentes périodes et ces différents lieux qui ont été étudiés, mais en tant que tels, donc Alger, Oran, machin, etc. Donc c'était de rassembler un peu tout ça. Et puis également aussi des travaux importants, nous a-t-il semblé. Je prends l'exemple de Michel Luyx, par exemple, qui est un architecte qui mériterait d'être mieux mis en avant pour ses travaux extraordinaires en Algérie, mais pas que, qui faisait partie de l'atelier du bois de Perret, et qui est parti, grâce à Perret d'ailleurs, qui travaillait donc sur le chantier du gouvernement général, et donc il est parti là-bas sous les instigations de Perret, et s'y est trouvé bien et s'y est installé, il y a vécu jusqu'en 1962. Il a fait des travaux extraordinaires, notamment pas forcément que dans l'habitat ou dans des institutions publics, mais également des travaux importants dans l'industrie, et je pense par exemple à Annaba, une usine importante pour l'électricité. Je pense également bien sûr à André Ravero, qui a lui œuvré sur les 2 périodes, la période pré-indépendance et post-indépendance, et avec une énorme importance sur ces deux périodes. On pensera bien sûr à Fernand Pouillon aussi, qui a œuvré en 53-54 à l'instigation du maire d'Alger, Chevalier, qui fera des logements sociaux. Alors on a parlé de Climat de France, Diar El Massoul également, Diar El Saada, donc des grosses opérations de logement à un moment donné où Alger souffrait d'une surpopulation avec d'énormes bidonvilles qui étaient presque même jusqu'en centre-ville. D'ailleurs, à propos de bidonvilles, on pourra aussi noter l'important travail qui a été fait par Roland Simounet sur le bidonville de Mayedine, qui aura servi à donner une vision tout autre de l'habitat que celui d'un habitat européen, mais prenant en compte les modes de vie ruraux. Le problème de l'Algérie, en même temps, c'est que c'est une société un peu bicéphale, pour pas dire... qui a 2 volets très importants qu'on a connus en France aussi, notamment au début de la révolution industrielle, mais avec un apport de population depuis les campagnes, avec des modes de vie très archaïques, c'est pas un terme péjoratif, hein, mais qui ne correspondent pas du tout au mode de vie
d'une partie de l'autre population qui vit dans les villes, qui s'est occidentalisée et qui, elle, donc, va mener une vie un peu à l'image de la nôtre. Donc c'est cette complexité qu'il y a aujourd'hui, et encore aujourd'hui, hein, dans l'habitat social. Et après 62, alors j'ai parlé d'avant 62, après 62, il y a eu justement un élan révolutionnaire, on peut dire, sous la férule de Ben Bella dans un premier temps, ensuite sous la férule de Boumedienne, où il y a eu là aussi un peu une ambivalence, à la fois vouloir se détacher, vouloir rompre avec la colonisation, en tous les cas les rebuts de la colonisation, pas complètement dans un premier temps, et je crois que Jacques pourra nous le raconter. Son père, qui a travaillé d'une famille pied-noir depuis pas mal de dizaines d'années, hein, dans tes ancêtres, donc qui est Diego Roman, donc le père de Jacques, a travaillé sur Oran avec un autre compère qui s'appelle Blancard de Léry, Georges. Je ne sais pas si son fils sera là aujourd'hui, qui commence à être un peu âgé quand même, Jean-Pierre. 93, bon. Et qui ont œuvré, c'est pas le cas de Jean-Pierre, mais de Diego Roman, qui a travaillé sur les deux périodes, mais vraiment à la frontière en 62, et qui ont été incités à rester pour travailler et continuer les travaux qu'ils avaient commencés. On a laissé, après 62, et dans le plan de Constantine, qui était de faire un développement accéléré dans les 5 dernières années de la colonisation, sans doute pour donner le change, parce que je pense que De Gaulle avait déjà fixé ses objectifs là-dessus, et puis de ne pas laisser un pays non plus complètement démuni en partant, bien qu'il y avait quand même déjà un bel apport. Donc ils sont restés, et ça a été le cas du père de Jacques pour terminer des travaux. Ils ont été assez vite dissuadés de rester avec des tracasseries administratives, et il y avait aussi la volonté d'avoir le moins possible de pieds noirs qui restent en Algérie. Ça a été dès le début une volonté de Ben Bella de faire table rase et éliminer physiquement. Ça a été le cas, mais ce n'était pas le fait du GPRA. Ça a été le fait d'une population sans doute excédée par ce qui s'était passé, notamment à cause de l'OAS. Donc, il n'y a pas eu une volonté de maintenir les pieds noirs malgré les accords d'Évian. Par contre, il y a eu l'apport d'une coopération. Alors, Patrice Alix pourra nous en parler, bien que lui, c'était plutôt en Tunisie, hein, me semble-t-il. Donc, il y a eu ces apports, parce qu'évidemment, l'administration, comme les élites, n'étaient pas préparées à prendre les rênes du pouvoir et des commandes. Donc ils ont fait appel à la coopération française, belge, importante aussi. Il y a eu aussi les pays de l'Est, puisque bon, la volonté, on était plutôt dans un régime dit socialiste. Donc il y a eu et égyptien. Il y a eu de très bons, il y a eu de tout dans la coopération égyptienne. Il y a eu les frères musulmans qui sont venus gangréner un peu les étudiants, malheureusement. Et puis il y a eu aussi de très bons architectes égyptiens qui ont fait un très très bon travail.
Voilà, bon, on va pas vous dévoiler tout ce qu'il y a dans le bouquin, parce que sinon, encore une fois, je sais que vous ne l'achèteriez pas si on vous disait tout, alors c'est pas la peine. Mais on est prêt à vous écouter. Mais quid de ta co-autrice quand même, Mais bien sûr. et qui n'a pas eu encore l'occasion de préciser quelle a été sa part du travail. Et ensuite, évidemment, nous passerons la parole au public. Elle n'a pas eu l'occasion de le préciser parce que je l'ai dit. Alors évidemment, elle n'avait plus besoin, sinon... Je pense que tout a été dit là. Tout a été dit, donc elle n'exprime pas le besoin. Bon, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Là, il y avait des... Oui, moi je voudrais... Je vous en prie. Alors, pour préciser ma situation, moi je suis né en 1942 à Alger, d'un père qui est né à Alger, en Algérie, et d'un grand-père qui est né en Algérie. Et j'en suis parti, j'avais 14 ans. Alors il y a quelques points que tu as exprimés qui m'ont un peu hérissé le poil, évidemment, parce que dire que les choses ont été abandonnées sans rien faire, c'est peut-être ne pas dire tout ce qui a été fait malgré tout et tout ce qui a été laissé en l'état de fonctionnement. Il ne faut pas oublier tout ce qui a été l'administration qui fonctionnait, les hôpitaux qui fonctionnaient, enfin toute l'organisation matérielle du pays qui fonctionnait. Et si ça s'est tellement arrêté brutalement, ça a été aussi essentiellement des raisons politiques que des raisons de volonté de faire redémarrer le pays sur des nouvelles bases. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure tu as eu quelques mots en disant quand on est parti un peu en laissant le pays dans l'état où on l'a laissé, je crois que la France, d'une façon générale, n'a pas abandonné le pays dans l'état où il l'a laissé, mais a laissé le pays dans un état de fonctionnement normal, puisque, évidemment, il y a eu la guerre d'Algérie, cette période qui a été néfaste à tout le monde. Ça, on ne peut pas dire que ça a été une bonne chose, ni pour ce qu'elle a engendré, ni pour ce qu'elle a produit dans les esprits des uns et des autres. Mais le pays était un pays qui tournait quand même relativement bien. Moi j'étais fils d'un ingénieur qui avait un bureau d'études. Mon grand-père a été maire d'une ville. On avait, on avait une activité. La ville tournait normalement. Donc il n'y a pas eu une espèce de brûlot général au moment où on parle. C'est pas comme Napoléon qui a brûlé, qui a tout brûlé en partant, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus, parce que on se connaît bien, on a de l'amitié l'un pour l'autre. Non, on peut avoir, des points de vue différents sur différentes choses. En un quart d'heure, on ne peut pas évidemment tempérer les choses, etc. Donc il faut bien pousser un peu brutalement. Tu verras que dans le livre, justement, quand on parle de 1830 à aujourd'hui, c'est que justement on met en avant l'apport de ce qui a été fait au travers de l'architecture. Bon, on parle de l'architecture, on n'est pas allé sur d'autres terrains, encore que on fait à chaque fois une introduction sur les décennies de façon à situer un peu le contexte. L'architecture, elle n'arrive pas ex nihilo, elle est dans un contexte socio-économique, etc. Quant à dire que tout allait bien, si tu veux, tout allait bien pour les pieds noirs. Certes, il n'y avait pas de grosses difficultés de vie à l'intérieur de l'Algérie. Mais il en était tout autrement des autochtones, d'une partie des autochtones. Je ne veux pas, là encore, faire des généralités. Il y en avait qui étaient très bien intégrés dans la civilisation, on va dire, occidentale, française en tous les cas. Mais pour une bonne part, ils étaient laissés pour compte.
Ne serait-ce que le fait qu'il n'avait pas le statut de Français. Il restait... On va peut-être... Je vais rappeler quand même, j'ai joué mon stalinien. Là, le débat, l'objet du livre, comme de la discussion ce soir, ce n'est pas de régler le contentieux, le vieux contentieux entre la France et l'Algérie. Hein. Donc on va peut-être évacuer cette partie du débat, c'est dans le contexte du livre. C'est intéressant. C'est un livre complet, mais je vais vous inviter tous à me poser des questions et à débattre de l'objet du livre, du sujet du livre. Mais... C'est pas pour dire que ça n'a pas d'intérêt, mais enfin, c'est pas l'objet ni de la soirée ni du débat, et on va pas... à mon avis, ce serait une perte de temps, que de vouloir prétendre solder cette histoire. Okay, il n'y a aucun solde pour ma part. Et je n'ai pas l'intention de discuter plus avant de tout ça. Donc, peut-être d'autres questions. Monsieur, là-bas. Non, Bertrand tout à l'heure. non, moi c'est Vincent. Oui, Vincent. Non, Bertrand aussi. Non. Oui, tu as commencé à insister à un moment à partir des années 69, 70 à peu près, et ça se rapproche de l'architecture. C'est l'énorme phénomène qui s'est produit en Algérie, c'est le phénomène démographique. Alors moi je l'ai vécu, j'ai assisté à ça puisque j'ai fait partie d'une quinzaine de missions qui contribuaient à aider l'Algérie à se développer au niveau de l'habitat. Alors ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'il y avait... En quelle année? En 69. Ça a commencé en 69. Bien après l'indépendance. Je l'ai dit dès le début. Après l'indépendance, le boom, ça a été démographique, ça a été tel que les banlieues d'Alger, tu en as parlé, ce qu'on visitait, c'était quelque chose d'effroyable. Et là, l'Algérie a fait un effort colossal au niveau de la préfabrication lourde. Parce qu'à l'époque, la préfabrication lourde, en Occident, c'était à la mode. Évidemment, ils n'avaient pas acheté de préfabrication lourde française, mais c'était un système français qui était fabriqué au Brésil et que le Brésil vendait. Bon. L'objet du travail était non pas de faire le travail des Algériens, mais ils étaient assistés dans le cadre du multilatéral, c'est-à-dire des agences des Nations Unies, en l'occurrence l'ONUDI, le développement industriel, qui permettait à des bureaux d'études ou d'architectes français de venir contribuer à améliorer la qualité du logement qui était préfabriqué, et puis la qualité et puis aussi la productivité. Et moi j'ai été fasciné par la qualité de ces usines qui étaient extraordinaires, qui étaient très bien montées. Par contre, en faisant une conférence l'année dernière, je suis tombé sur Internet sur les mêmes photos que celles qu'on avait prises dans les quartiers. Et là, j'ai découvert que c'était des bulldozers qui étaient en train de tout démolir. Parallèlement à ça, tu parlais de la Tunisie, qui a eu une approche complètement différente, puisqu'ils n'avaient pas les moyens économiques qui remontent au niveau de l'État, qui était extraordinaire. Avec ce pétrole, avec le gaz d'Arzeux, les Algériens pouvaient acheter tous les systèmes constructifs du monde les plus lourds possibles avec des belles usines. La Tunisie, elle, a construit d'une manière beaucoup plus artisanale parce qu'ils ont toujours un petit tissu de petits artisans ou de petites entreprises qui fait que quand on compare les choses, maintenant, 60 ans après, à peu près, je ne me trompe pas, oui, 50 ans après, c'est très intéressant de comparer les choses. De quelle date on part? 70, ça fait de 50 ans, disons, un peu plus de 50 ans. Alors c'est très difficile dans ton livre, sans doute, de parler de cette période-là, parce que c'est pas très joli à regarder, la préfabrication. J'ai hâte d'acheter ton bouquin, je termine avec ça. On parle de cette question de l'industrialisation, bien sûr, qui a été effectivement une marche forcée, parce qu'il fallait bien construire vite. C'est ce qu'on a connu après-guerre ici, guerre mieux. De toute façon, c'était les mêmes entreprises pratiquement qui allaient exporter ce qui n'avait plus cours en France, parce qu'on était passé à autre chose. Et dans les années 60-70, ils sont allés exporter leurs produits. Bon, qu'il n'y a pas eu que des mauvais résultats. Après, le problème, c'est très souvent, encore une fois, pas seulement la construction elle-même, mais tous ses abords. Et puis, les commerces, tout ce qui peut être autour d'une vie de ville. Et ça a été trop souvent, notamment autour d'Alger, des cités dortoirs. D'ailleurs, en parlant d'Oran, rappelle-toi, Jacques, on parlait de... les immeubles carcasses. En fait, c'était des immeubles qui avaient été démarrés juste avant 62
et qui était resté en l'état parce qu'il y a eu un peu de latence pendant X temps, le temps que les choses se remettent un peu en place, comme tu disais. Et donc, on a appelé ça les immeubles carcasses, bon, qui ont fini par être terminés, de briques et de broc, des fois. Voilà. Non, mais on en parle. On parle de toute cette période après 62, où le problème de l'Algérie, en plus, en 62, il y avait un seul architecte diplômé, Bouchama. Après, il y avait bien sûr Ravro qui est resté, mais Ravro, c'était pas du logement social à Tire-Larigot. Ensuite, non, mais attends, laisse-moi finir. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu l'EPO, bien sûr, mais elle a démarré avec 3-4 étudiants. Et puis, les étudiants, ils sortent pas après la première année, ils sont pas architectes après la première année. Donc, ils ont envoyé pas mal d'étudiants dans les pays de l'Est, aux États-Unis, en URSS. Juste une très brève question. Avant l'indépendance, il n'y avait donc eu qu'un seul Algérien qui avait fait des études Abderrahmane Bouchama. Et qui avait eu Abderrahmane Bouchama. Et qui a écrit L'Arceau qui chante, dans lequel il tape effectivement sur l'architecture de la colonisation pour essayer de trouver une voie nouvelle pour une architecture mieux située. Mais bon, ça a été quoi finalement ces résultats? C'est l'Institut islamique, quand on quitte l'aéroport, on passe devant, c'est une énorme merde, je sais pas quoi là, musulmane là, mauresque. Mais les successeurs. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de. Néo-mauresque, oui. Néo-mauresque. Mais les successeurs de celui-là. Alors, donc il a fallu former des jeunes, des architectes. Un architecte, il est formé en 6-7 ans maximum, minimum, je veux dire 6 ans, quoi. Bon, nous, c'était à l'ENSAIS, c'était 5 ans, mais on était un cas à part. Les Beaux-Arts, c'était quoi, 7 ans? Et encore, quand on faisait pas la place, t'as raison, Alain, quand on faisait pas la place à côté, ça durait 10-15 ans avant d'être architecte. Mais parce qu'il y avait les architectes qui étaient déjà là. Hein? C'est ceux qui ne foutaient rien. Non. Mais si, qui mettaient 15 ans. J'étais de cette époque. Et vous ne foutiez rien, donc. Vous faisiez partie de ceux qui ne foutaient rien? Non, moi j'ai fait mon école en 7 ans. Oui, donc vous bossiez. Oui, qui préparait le bal des 4 arts. Ah, voilà, et ça prenait une année, ça, facile. Oui, ça c'est du boulot et aussi. d'ailleurs, le père de Jacques a été président du bal des 4 arts de 1933. Ah. Voilà. Oui, on en parlera tout à l'heure. Je sais pas si. Oui, autre question peut-être. Est-ce qu'elle est là? Comment elle s'appelle? Isabelle Comte. Monsieur. Comment vous avez fait pour les recherches? Quelles sont vos sources? Vous voyagez? Vous avez des archives là-bas en Algérie? Comment vous faites? Yvette Langrand. J'ai pas entendu la question. Non, comment on est allé chercher nos sources? Non. Eh bien, si, parce que vous nous avez permis d'aller aux archives de Roubaix et d'aller sur toutes les archives, par exemple. Après, il y a l'Institut français d'architecture à Paris qui conserve un fonds très important d'archives sur ces architectes ayant œuvré dans la période années 30, années 50 en Algérie. Donc les archives du monde du travail à Roubaix pour le fonds de Roland Simounet. Et en Algérie, non, ça a été très compliqué, malgré certaines connaissances de personnes, etc. Impossible d'aller consulter quoi que ce soit. Donc on a beaucoup travaillé sur la mémoire aussi orale. Pour l'aérohabitat, par exemple, on a interviewé un certain nombre de personnes. On a pu interviewer aussi André Ravero. Pour Michel Luix, avec son fils Benoît Luix. Donc les archives viennent d'être déposées aux archives d'architecture.
peu grâce à en tout cas, nous d'ailleurs. sur place. Donc tout ça est... Mais quand même, Et puis, alors, juste pour finir, non, mais je une voulais chose que- très importante aussi, c'est les revues d'architecture de l'époque. fait partie des sources primordiales. L'architecture moderne, la construction moderne, les architectures d'aujourd'hui. Parce Alors, que... mais c'est là, je voulais compléter la question. Le titre du livre, c'est l'architecture en Algérie de 1830 à nos jours. Donc là, on a beaucoup parlé de la période avant l'indépendance, le moment de l'indépendance, juste après. Et quid de nos jours? Maintenant, alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand on travaille sur la période présente, c'est très compliqué parce que évidemment il y a beaucoup de monde, on n'a encore pas le recul pour faire un petit peu le tri, et d'autre part on n'a pas eu non plus l'occasion d'aller sillonner le pays aujourd'hui pour aller voir ce qui se fait. Par contre, on a eu de très bons contacts avec des architectes ou qui sont en France et qui œuvrent sur l'Algérie, ou des gens qui sont, je parlais de Larbi Meroum par exemple, qui est un architecte tête de file aujourd'hui pour le renouveau de l'architecture en Algérie. Leur problème aujourd'hui, c'est qu'ils se battent contre une administration très lourde pour arriver à sortir leurs projets. Ils ont eu aussi, il faut le dire, 10 années noires dans les années 90, pour laquelle, ouais, les années terribles, pour laquelle quelques architectes ont laissé la vie, ont été assassinés. Donc il y a eu cette période un peu d'attente, on va dire, que les choses se calment avant de repartir. Et bon, depuis 2000, l'architecture renaît un peu, mais et elle renaît bien. Elle renaît bien. Il y a énormément d'écoles d'architecture, beaucoup de formations d'architectes. Après, par contre, ce qui leur manque peut-être, après, c'est des enseignants, bon, ce serait un peu méprisant de dire de qualité, mais bon, il leur faut le corps enseignant qui aille derrière. Par contre, il y a une énorme demande pour rentrer dans les écoles d'architecture et pour devenir architecte. Il y a des partenariats aussi avec les... Alors, bon, il y a effectivement pas mal d'élèves architectes qui finissent leurs études. Tu en sais peut-être quelque chose, Xavier, t'en as quelques-uns? Non, mais... Vous voulez pas... Non, il ne veut pas témoigner. Voilà. Non, mais j'enseigne dans une école d'architecture et c'est vrai qu'on a des étudiants algériens qui viennent ici. Voilà. À Paris? À Paris. D'accord. J'en ai eu un qui a été soldat pendant la fameuse guerre interne en Algérie et qui a été très traumatisé, qui certains soirs il racontait des histoires que je ne veux même pas raconter. Oui, mais enfin, concernant l'architecture contemporaine et les architectes aujourd'hui, notamment dans le logement social en Algérie, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a eu une période où ils aimaient bien, les Algériens, s'adresser à des hautes pointures étrangères? C'est-à-dire Niemeyer, c'est-à-dire Pouillon. Alors, mais nous, on a fait pareil. Hein? Ça fait partie d'un... Tiens, je n'ai pas encore ouvert. Et puis le... Ça fait partie d'un chapitre qu'on appelait les architectes stars. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, il y a eu dans les années 70... Boumedienne... C'est pas du tout propre à l'Algérie, hein. Non. On est devant les œuvres de Blofeld à 100 mètres d'ici. Hein. Voilà, donc les architectes stars, c'est le chapitre 8. Donc tu vois, je veux pas... un débat manqué sur la construction d'une identité algérienne. Alors c'est vrai que ce soit Niemeyer, Kenzo Tanguay, Blofeld, qui a fait un village agricole, là, un village socialiste, que pas terrible d'ailleurs, c'est pas très bon. Mais bon, Niemeyer, par exemple, il est très critiqué par les utilisateurs de son université de Constantine. Il a également œuvré sur Alger.
Kenzo Tange, c'est sur, ou Tange, je sais pas, c'est l'université d'Oran. Bon, on est passé devant, effectivement, là aussi, c'est pareil, c'est un peu un manque d'entretien de l'université. Bon, on est un peu dans le métabolisme, là, japonais, c'est un peu des constructions qui sont là, un peu modulaires, qui viennent s'accrocher les unes aux autres, avec toujours une possibilité d'extension. Par contre, alors bon, en dehors de cela, il y a même eu des projets qui ont avorté, par exemple Grégotti ou Somme, Skidmore, Wings and Merrill aussi, qui ont fait des projets qui n'ont pas abouti. Par contre, il y a eu, dans le cadre de la coopération, il y a eu des architectes italiens de très, à mon avis, parce que ça reste subjectif bien sûr, de très grande qualité, notamment Moretti, qui était un architecte du temps du fascisme sous Mussolini, mais qui est passé au travers des mailles du filet de l'épuration, et qui était un très bon architecte. Beaucoup ont péché, hein, à reprocher à Corbu aussi, voilà. Autre chose. Hein. Bon, enfin, qu'importe. Et quant à Perret, on ne sait pas trop s'il n'a pas participé l'entreprise sur. Bon, donc Moretti a repris par exemple le chantier de l'hôtel à Letty, l'Horacie, pardon, a repris l'hôtel Horacie, qui avait démarré un architecte égyptien, et puis il s'en sortait pas du tout. Et après, par la suite, son équipe a réalisé nombre de projets, à mon avis, de très bonne facture, notamment des écoles, des centres culturels, il y a eu puis des différents édifices publics et là il y a je parle de Moretti, mais il y avait d'autres, je vais vous dire le nom là, c'était le BAUT avec Nonis, Creti, Fanchetti, qui ont fait des choses vraiment de très grande qualité. Là, je tombe par exemple à Tlemcen, la maison de la culture de Tlemcen. C'est un bâtiment très bien pensé, très bien construit et fait avec beaucoup de finesse. Bon, on ne peut pas tout citer, tout dire, parce qu'il faut lire le livre. Mais peut-être qu'avant de passer aux libations promises, il y a d'autres questions ou demandes d'éclaircissement. Oui. Vas-y. Je voudrais savoir si, avec la tolérance depuis tout ce temps passé, il y a une identité architecturale qui s'est dévoilée. Bon, alors, la période juste après l'indépendance, ça a été d'imiter un petit peu un néo-mauresque, un peu à la façon dont en 1900, le gouverneur Jonard avait incité les architectes à faire de façon une architecture mauresque, c'est-à-dire, arrêter de détruire, parce que bon, ça a été quand même... le départ de la colonisation, ça a été beaucoup de destruction. Par exemple, le quartier de la Marine à Alger, qui a été entièrement détruit pour des raisons stratégiques, hein, pas détruire pour détruire. Mais bon, c'était une occupation armée qui s'est terminée quand même, les derniers soubresauts, c'est 1871, avec le soulèvement de la Kabylie, avec Mokrani, et qui a été sanglant, enfin ça a été terrible. Donc il y a eu beaucoup de destruction, et puis bon, à la fin du 19e siècle, début du 20e, il y a eu une société du vieil Alger, par exemple, qui s'est constituée un peu à ce qui ressemble à la société du vieux Paris, je crois, un truc comme ça, là, qui s'occupait d'éviter des destructions pour des questions X ou Y, hein, de faire une voie, ou qui ont œuvré pour essayer de maintenir le plus possible l'architecture d'avant l'indépendance. L'architecture d'avant l'indépendance, il y en a plusieurs. Celle d'avant l'indépendance, je veux dire, il y a eu
Il y a eu les Romains, les Vandales, il y a eu les Arabes, il y a eu les Ottomans. Donc tout ça a créé, notamment les Ottomans, a créé une architecture très, très particulière, très spécifique. Pour ce qui est de la civilisation arabe, on peut citer par exemple les Rostémides qui ont implanté des villes, la Pentapole du Mzab, pour ne citer que celle-là, qui est une architecture tout à fait remarquable, qui a beaucoup impressionné Le Corbusier, par exemple, quand en 1931 il est allé voyager. Il a fait le voyage à plusieurs reprises, dont un en 1931, il est parti avec son cousin, ils sont partis en bagnole et ils sont allés jusqu'au Mzab. On dit par exemple que la mosquée Sidi Oqba de El Atef a inspiré Le Corbusier pour la chapelle de Ronchamp. Bon, effectivement, on peut voir certaines masses, des petites ouvertures, des choses comme ça. Bon, c'est un peu hâtif, mais en tous les cas, il a été très impressionné par l'architecture, à la fois ottomane sur Alger. Il y a un dessin qui est terrible de Le Corbusier, où il compare l'architecture du 19e et l'architecture ottomane. Il fait, mais alors là, en 2 croquis, il démolit l'architecture 19e. D'où son projet, le fameux projet au but pour Alger, où il balaye toute l'architecture 19e d'Alger, comme il l'avait un peu suggéré avec Paris, et il fait ce grand ruban de logements devant la baie d'Alger, et dessus une autostrade avec une circulation. Un projet qui sera repris un peu plus tard par Marie à une échelle beaucoup plus réduite, sur un projet avec, dans un vallon en creux, il y a une photo là-dedans, l'architecte a fait un immeuble, et dessus, peut-être que tu t'en rappelles, non? Et dessus, il y a la route qui passe. Voilà, c'était l'immeuble pont de Burdeau, l'immeuble pont Burdeau. Et pour insister sur la question de monsieur, donc de nos jours, dans la tournure actuelle, est-ce que se dégage une espèce d'identité architecturale? Eh ben, ça par exemple. Non, bon, je veux dire, comme en France, on ne voit pas une identité architecturale à rien. Je pense que tout le monde se cherche aujourd'hui entre sans doute une identité propre. Au Maroc, il y a vraiment un courant assez fort. Bon, ils ont peut-être laissent plus de place aux architectes pour s'exprimer, mais entre le climat, les problèmes sociaux, etc., ils ont beaucoup de mal à trouver. Mais qu'est-ce que ça veut dire une identité propre quand on a tout ça à prendre en compte? Je me demande si à un moment donné, on ne va pas avoir à peu près tous les mêmes préoccupations, avec des surchauffes, l'eau qui déborde partout, et tutti quanti. Bon, prennent en compte ces considérations. Oui, il y a les architectes en sont conscients. Enfin, une partie, comme chez nous, hein, une partie en sont conscients, bien sûr. Ils savent bien qu'aussi l'Algérie, qui vit, comme tu disais, Patrice, qui vit quand même grassement sur son pétrole. Je veux dire, aujourd'hui, si les résultats de la COP28, mais enfin bon, on ne va pas trop se leurrer, surtout que ça se passait chez les producteurs de pétrole, là, je ne sais pas s'ils sont tous prêts à fermer les robinets, mais les énergies fossiles, à un moment donné, il faudra quand même se poser sérieusement la question. Donc, ils en sont conscients. Bon, ça va faire partie, c'est naissant, mais dire qu'il va y avoir une architecture typique à l'Algérie, c'est fantaisiste, ça va pas. Je voudrais justement parler quand même, sans revenir à l'utilisation de la terre, comme l'a fait par exemple Michel Luix pour l'hôpital d'Adrar. Il y a eu, par exemple, dans le cadre de la reconstruction d'Orléansville,
Orléansville a subi 2 gros séismes, en 54 et en 80. En 54, ce devait être Ravreau d'ailleurs qui devait prendre la direction de la reconstruction, et puis il a laissé tomber, enfin il n'a pas pu le faire, ou il n'a pas voulu le faire, parce que c'est peut-être que ça le dépassait, et c'est Jean Bossu qui a pris la direction de la reconstruction d'Alasnam, Orléansville, pardon, et il l'a fait magnifiquement. Je veux dire, il y a eu, c'est pour ça que Xavier Dousson, sur le livre qu'il a fait sur Jean Bossu, a dit une architecture décolonisée. C'est bien ça, hein, Xavier. En fait, qui n'avait plus du tout rien à voir avec les schémas traditionnels d'une architecture européenne, voire française, mais qui avait, à la manière dont l'a fait Simounet à la même époque avec Mayedine, c'est bien ça? Mayedine. Que l'a fait moins bien, que l'a fait nettement moins bien Pouillon, mais ça, j'ai les ayants droit Pouillon qui m'en veulent pour ça. Mais il y a eu une génération là d'architectes, en tout. Alors évidemment, on ne parle pas de ceux de maintenant, mais encore une fois, c'est plus difficile de parler de ce qui est là à nos pieds que ce qui est à 100 mètres de nous. Il y a eu vraiment un travail formidable fait par Jean Bossu à ce niveau-là. Et malheureusement, ce chantier a quand même duré de 54 à 62, pratiquement, voire même peut-être au-delà. Mais enfin, en tous les cas, le gros était fait jusqu'en 62. Et il n'a pas démarré en 54, hein. Il a démarré dans les années 55, 60, 56, les gros chantiers, le temps de déblayer, de remettre tout ça en route, etc. Et il avait fait un ensemble qui s'appelle... Le centre Saint-Réparatus. Saint-Réparatus, merci. Du nom d'un saint local, peut-être. Bon, on aurait pu l'appeler autrement, hein, c'est vrai. On commence à comprendre que vous avez écrit le livre à 2. Et ce centre qu'il avait fait était une merveille à la fois dans l'utilisation des matériaux, la brique, le béton, et également aussi prendre conscience du climat, des très chaud en été, hein, à l'Asnam, Orléansville, très chaud, et qui peut avoir aussi des hivers assez froids. On est déjà sur les moyens plateaux. Et là, il y a eu une architecture magnifique, bien pensée, qui était à l'échelle du pays, comprise par aussi bien, je vais dire, les Algériens que les colons. Excuse-moi, Gérard. Donc, les Européens. Donc, il y avait vraiment une très bonne architecture. Malheureusement, qui n'a pas tenu le coup au deuxième séisme de 80. Et là, comme une bonne partie, ça n'a pas tenu le coup. Pourquoi, comment? Bon, on n'avait pas les normes sismiques de l'époque. On arrivait aussi à la fin de la période coloniale. Est-ce que les entreprises ont un peu fait vite sur le béton, les ferraillages, hein, on est un peu... mais en plus, bon, il faut dire que ça avait bien secoué. Hein. Si je me permets, parce que le temps file, comme vous l'avez rappelé. Ben oui, parce qu'on avait dit qu'on ferait que 10 minutes. Oui, mais je voudrais laisser le soin de répondre à multiples questions en conclusion à Soraya. Et je joue les candides. Si j'ai bien compris ce débat, qui est parti sur une question sous-jacente, malgré tout, de 1890 à nos jours, donc parlant de nos 1830. jours, je pense que
vous avez très bien répondu sur la question de l'identité, oui bien sûr, vous imaginez bien que c'était un peu de la provocation, donc la réponse universaliste à mon avis me va très très bien, mais est-ce qu'on peut dire que plutôt que ça, et ça c'est mon côté matérialiste marxiste, ce sont plutôt les déterminations économiques, les contraintes matérielles concrètes qui ont fait que, quoi qu'il advienne, l'architecture en Algérie gagne son autonomie? Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça, ou est-ce que vous voudriez le présenter autrement, cher Soraya? Ah, j'ai pas bien compris la question. Plutôt qu'identité, autonomie. Il va bien falloir que cette recherche d'identité fantasmatique, que ce soit de ce côté-ci ou de l'autre côté de la Méditerranée ou ailleurs d'ailleurs, laisse la place à des choses un petit peu plus, quelles qu'en soient les raisons, y compris celles que vous avez évoquées. Et est-ce que c'est ça qui est en train d'être pris en compte d'une manière ou d'une autre, malgré tout ce qui a pu être dit, ou est-ce qu'on peut éventuellement relativiser ce jugement ou évoquer d'autres problèmes? Parlons encore une fois de ce qu'est l'Algérie, non pas l'Algérie, mais l'architecture, la construction, le bâtiment, l'urbanisation. J'ai bien une réponse. Hein. Alors. Mais bon. Vas-y. Non, vas-y. Allez, pas. Non, j'ai bien une réponse. Si vous voulez, il n'y a pas une architecture, il y en a 36, comme chez nous, encore que les climats ici sont plutôt à peu près les mêmes du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'Algérie, vous avez le sud. Le sud saharien, vous n'allez pas construire dans le sud saharien que sur la côte méditerranéenne. Vous avez l'architecture des hauts plateaux, très chaud en hiver, très chaud en été, plutôt frais en hiver, etc. Il y a quand même les monts du Djurdjura, il y a de la neige, il y a des pistes de ski. Donc il y a une architecture, il y a des sites très diversifiés. Donc ça va forcément impliquer une architecture très, très diversifiée qui doit absolument, mais comme je veux dire, c'est le b.a.-ba de l'architecture, tenir compte du site où elle s'implante. À partir de là... Ça me paraît une excellente réponse en conclusion. Donc, merci, bravo. Et donc, à voir, comme promis, quand vous voulez, ça tourne. On dit quelquefois au village qu'un cache, ça sert à rien du tout, ça sert à donner du courage à ceux qui n'en ont pas du tout, de loin ça donne des airs fantasques, et chacun dit en les voyant, ce qu'ils sont beaux avec leur casque, ça leur donne des petits airs épatants, casque de pendure, qui sied à la figure, un casque de pompier, ça fait presque un guerrier, ça leur donne des airs vainqueurs, qui sied pas mal à leur valeur, sous ce casque luisant. Ils ont l'air épatants, zim bam boum bam boum balalère, zim bam boum balala, zim bam boum balalaire, c'est bien au-dessus de ça.